Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui aux nouveaux outils à disposition des acheteurs publics. Je suis Loredana et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Pérical, président de l'APASP, avocat associé au cabinet Pérical et Sabatier Associés et maître de conférence des universités. Monsieur Pérical, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques jours de la date anniversaire du dernier acte de la réforme des marchés publics. Je parle ici de la parution du décret du 25 mars 2016. À ce stade, il est intéressant tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques de faire un premier bilan de sa mise en œuvre. Bien que la jurisprudence soit peu nombreuse à ce jour sur les nouvelles dispositions applicables, les réflexions, témoignages et retours d'expérience des praticiens de l'achat public sur des sujets comme le sourcing, l'innovation, l'achat local ou encore l'accès des PME à l'achat public ne pourront qu'être utiles et enrichissants pour tous les acteurs concernés. C'est dans ce contexte que nous vous proposons aujourd'hui cette nouvelle webconférence, au cours de laquelle nous allons faire avec vous le point sur les nouveaux outils offerts aux acheteurs publics depuis la réforme. Je profite de cette occasion pour vous annoncer l'existence sur cette thématique de l'intégrale des marchés publics. Monsieur Pérical, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc l'intégrale que vous voyez apparaître sur votre écran, qui est proposée par les éditions VK, et qui a justement été conçu pour accompagner les collectivités dans leur procédure d'achat et dans la construction de leur politique achat, tout en tenant compte de ces nouveaux leviers juridiques et méthodologiques. Il s'agit donc là d'un complément tout naturel à cette webconférence. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce service documentaire en vous rendant sur notre site www.vk.fr dans l'onglet Éditions, rubrique Marché public. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Pérical, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de la session. Alors, au cours de cette webconférence, vous allez pouvoir poser vos questions via la fenêtre questions, justement, que vous voyez dans l'interface GoToWebinar qui s'est affichée à droite de votre écran. Et bien sûr, Monsieur Pérical fera son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, je vous informe que cette conférence va donner lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Monsieur Pérical, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous, bonjour à tous les acheteurs qui nous ont rejoints. Un nouvel exercice pour moi que de passer par le web. Mais j'en suis ravi. Alors évidemment, la réforme est extrêmement riche et pourrait donner lieu à de nombreuses conférences et de nombreux thèmes à traiter. J'ai choisi d'en traiter trois parmi d'autres. Le sourcing tout d'abord, revenir sur le sourcing et la problématique des candidatures des opérateurs à des marchés qui ont participé en amont à la préparation des 10 marchés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est reconnu et comment le mettre en œuvre? Le deuxième thème qui est celui de la régularisation des offres et le troisième qui est celui que j'appelle de manière plutôt simpliste la disparition de l'avenant au profit de ce qu'on appelle la modification des marchés publics. Et on reviendra notamment sur la fameuse clause de revoyure ou de réexamen. Bon, ces trois thèmes sont à la fois précis et transversaux, donc peut-être qu'ils m'amèneront à toucher à d'autres questions, à d'autres thèmes en liaison avec la réforme. On va donc débuter sur le premier terme, le fameux sourcing. Alors, thème particulièrement sensible pour les acheteurs qui est assez révélateur des problématiques posées par l'achat public. C'est celui de la rencontre entre les acheteurs et les opérateurs. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de réticences de part et d'autre. On sait qu'il y a souvent deux mondes qui s'ignorent, encore trop, le monde de l'achat public et le monde des entreprises, et qu'il n'y a pas assez de lien entre les deux. Et pourtant, ce lien est absolument indispensable, en tout cas à notre sens, pour réussir de bons achats, préparer de bons cahiers des charges et faire en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer de manière la plus efficiente possible. Euh, L'autre difficulté de ce sujet de la rencontre, des rencontres entre acheteurs et opérateurs, c'est que nombre d'acheteurs craignent qu'on leur reproche un manque de neutralité suite à ces rencontres, qu'on leur reproche de favoriser tel ou tel candidat qu'ils auraient rencontré en amont
et à qui ils auraient attribué un marché. Et les retours qu'on peut en avoir à l'association, c'est que les bon nombre d'acheteurs craignent qu'on les accuse de commettre un délit de favoritisme. Ce d'autant que, contrairement à ce que l'on pensait avec les préparations de la loi Sapin 2, qui a été adoptée en fin d'année dernière, ce délit de favoritisme n'a pas disparu. Et plus particulièrement, le caractère intentionnel ou non, la problématique du caractère intentionnel ou non de la commission du délit n'a pas été modifiée par la loi. Donc, l'épée de Damoclès, si je puis dire, est toujours là et quelquefois est assez mal vécue par des acheteurs qui cherchent légitimement à se protéger et donc à éviter des suspicions suite à des rencontres en amont avec des entreprises. Malgré tout, le sourcing est là. Et il est dans les textes, et il est dans la jurisprudence, il existe, et autant effectivement en parler, autant essayer de voir comment le mettre en œuvre de la manière la plus sécurisée possible. Alors ainsi que je l'ai indiqué sur le slide, on peut le définir comme la recherche d'informations sur un secteur d'activité donnée et les pratiques de ces opérateurs, de ces entreprises, avant évidemment mise en concurrence de ces dernières. Donc le point essentiel du sourcing, bien sûr, c'est fondamental de rappeler, c'est qu'il s'exerce en amont de la passation du marché public, en amont de la soumission des candidats à un marché public. La problématique n'est pas nouvelle puisque les directives de 2004, d'ores et déjà, avaient prévu la possibilité des échanges entre acheteurs et opérateurs économiques. Les directives utilisaient la terminologie du dialogue technique. Un dialogue technique pouvait être instauré entre acheteurs et opérateurs, donc ce n'était pas très précis. Et du coup, ça n'a pas été très, très utilisé. Quant aux directives de 2014, notamment la 2014-24, elle consacre 2 articles au sourcing. Donc, on a une vraie reconnaissance officielle sous les termes un peu génériques de consultation préalable du marché. Donc, on a une reconnaissance par les textes, mais à nouveau, en tout cas pour moi, ce n'est qu'une continuité, une continuation de ce qui avait été instauré dès 2004. Alors, au terme de l'article 40 donc de la directive, il est indiqué que avant d'entamer donc une procédure de passation, on est toujours en amont, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations, c'est important, le terme de consultation, en vue de préparer la passation du marché et d'informer les opérateurs de leurs projets et de leurs exigences. Donc on voit que la directive est à la fois large et précise, parce que le terme de consultation peut être entendu de différentes manières, mais enfin, l'idée, c'est de rentrer en contact avec les candidats potentiels et donc de les informer des projets, alors de marchés de travaux, de services ou de fournitures que l'acheteur public envisage de lancer dans les mois ou l'année, dans les temps en tout cas à venir. Alors, par consultation, on peut imaginer plusieurs choses, encore une fois. Ça peut être des consultations écrites, ça peut être des consultations orales, ça peut être l'organisation de réunions. Ça peut être effectivement une demande d'études préalables, on y reviendra, puisque ça posera la question de savoir si le candidat qui a réalisé cette étude peut par la suite soumissionner au marché qui va suivre. Mais voilà, le terme de consultation peut être entendu largement, et je pense que c'est l'idée des rédacteurs de la directive que de laisser une certaine liberté donc, au pouvoir adjudicateur, aux acheteurs, pour réaliser de telles consultations. L'article va un petit peu plus loin à la suite, puisqu'il nous dit que donc les pouvoirs adjudicateurs, les acheteurs peuvent par exemple, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, demander ou accepter les avis d'autorité ou d'experts indépendants ou d'acteurs du marché. Là encore, c'est très large. C'est tous ceux qui gravitent autour de la sphère de l'achat public qui peuvent être sollicités pour donner un avis, une consultation, réaliser une étude préalable. Alors, ces possibilités ont été reprises par la jurisprudence et notamment par un arrêt du Conseil d'État qui est arrivé quasiment en même temps, si je puis dire, puisqu'il date du 14 novembre 2014, un arrêt CEMAG, où le Conseil d'État devait se prononcer sur la possibilité des acheteurs publics d'aller visiter des entreprises, d'aller à la rencontre des entreprises avant de lancer
leur marché. L'idée étant effectivement de bien connaître l'environnement économique du marché qui allait être lancé, de pouvoir bien rédiger le cahier des charges qui est tout à fait légitime en soi. Et le Conseil d'État a validé cette démarche, nous a dit qu'elle n'était pas en soi contraire aux grands principes de la commande publique, que ce soit l'accès, la liberté d'accès ou l'égalité de traitement, à deux conditions, et ce sont deux conditions, j'allais dire, de bon sens. D'une part, que les entreprises visitées n'aient pas eu accès avant les autres candidats potentiels au cahier des charges du futur marché, ça paraît logique, et puis qu'elles n'aient pas disposé à ce titre d'informations supérieures et autres que celles diffusées aux autres candidats. Donc, encore une fois, un arrêt de bon sens, mais qui reconnaît explicitement, qui légitime la possibilité de la rencontre en amont au travers de cette visite entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques. Alors encore une fois, c'est un souci de bonne gestion du marché, de bonne préparation du marché. J'allais même dire, dans certains cas, c'est presque une obligation. Rappelons-nous que les marchés à procédure adaptée, par exemple, sont définis au travers d'une procédure librement définie par les acheteurs, mais cette liberté est évidemment encadrée et doit tenir compte de différents éléments, et notamment, les acheteurs doivent tenir compte des opérateurs potentiels, du marché économique potentiel, susceptibles de pouvoir répondre à de tels MAPA. Donc, du nombre, le texte nous dit du nombre de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Donc, le MAPA incite les acheteurs, fait plus qu'inciter les acheteurs à exercer du sourcing. Ils doivent connaître leur marché économique, ils doivent connaître l'environnement de leurs soumissionnaires potentiels dans tous les domaines, que ce soit en travaux, en fourniture ou en service. C'est pour ça que je fais ce lien et que selon moi, le sourcing devient presque une ardente obligation, évidemment pour les MAPA, mais en général pour pour toutes les procédures. On est toujours sur la fiche qui fait référence au droit européen, aux directives, et qui nous dit, en fait c'est l'article 41 pour le dernier paragraphe, que lorsque il y a eu un sourcing et qu'un candidat a donné un avis ou a participé à la préparation d'un procédure de marché, l'acheteur doit prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. On va y revenir, mais c'est là que on retrouve le deuxième volet du sourcing, la possibilité pour celui qui est intervenu en amont, qui a donné des conseils en amont, de participer à la procédure en aval. Ça aussi, c'est une vraie reconnaissance dans un domaine où de nombreuses questions se posaient, à juste titre d'ailleurs, parce que la problématique n'est pas facile. Alors, en conséquence de ces textes, évidemment, le sourcing doit être réalisé de la manière la plus neutre possible. Euh, le conseil que l'on peut donner, c'est que, alors quelques conseils, encore une fois, de bonne gestion et de bon sens. Comment procéder au sourcing? Alors, est-ce que c'est participer à des salons professionnels, par exemple, à une collectivité qui souhaite revoir son système informatique peut aller participer à un salon organisé par des professionnels de l'informatique, aller à la source, c'est vraiment le terme de sourcing, aller à la source et aller voir un petit peu ce qui se passe chez eux. Ça peut être, ainsi que c'est indiqué dans la jurisprudence que j'indiquais tout à l'heure, la visite de site par une ou plusieurs entreprises avec des comptes rendus, l'acceptation d'échantillons remis si possible gratuitement, évidemment, le relais dans la presse spécialisée de projets. On peut par exemple imaginer que des collectivités organisent de manière assez régulière des rencontres chez elles avec des soumissionnaires potentiels pour leur annoncer, pour leur présenter leur futur projet. Que des collectivités le fassent par exemple pour annoncer des projets de travaux tous les 6 mois ou tous les ans. En début d'année, une collectivité réunit un grand nombre d'entreprises, le plus large possible bien sûr, et leur présente leurs projets de construction ou de reconstruction de travaux, d'écoles, de voiries ou autres. Je crois que l'idée, encore une fois, c'est vraiment
c'est vraiment d'échanger avec les collectivités, entre les collectivités de manière générique, hein. J'entends par là l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et tous les acheteurs, quels qu'ils soient. On peut penser par exemple aux entreprises publiques locales, hein, sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales et autres CEMOP, qui sont de vrais acheteurs publics, sont des pouvoirs éducateurs de premier plan, qui devront également, me semble-t-il, se plier à cet exercice du sourcing. Alors pour rester dans les règles prudentielles de ce sourcing, euh, quelques conseils que l'on peut prodiguer, tracer de manière fiable et systématique, si possible, les échanges, rencontres ou réunions, quelles qu'elles soient, au travers notamment de la rédaction de procès-verbaux. C'est toujours bien d'avoir un écrit, c'est toujours bien d'avoir une trace en cas de questionnement, en cas de questionnement que ce soit d'un candidat évincé d'une future procédure, en cas de questionnement d'un contrôle de légalité ou d'une tutelle, en cas de questionnement d'une chambre régionale des comptes qui viendrait euh, euh, faire des observations sur la gestion de l'achat public d'une structure publique ou parapublique et qui s'interrogerait sur les modalités pratiquées par cette structure en termes de sourcing, lui dire voilà, on a peut-être que nos modalités peuvent être contestables, mais on a été transparent, on a une traçabilité, c'est toujours bien d'avoir un écrit pour pouvoir s'opposer aux éventuelles critiques. Évidemment, à chaque fois, que ce soit des réunions sur site, sur place, dans des salons, au sein des collectivités, au sein des entreprises, il faut identifier l'ensemble des participants, les lister, identifier précisément les lieux de rencontre, ainsi que leur durée. Faire une vraie traçabilité, un petit peu comme on fait une traçabilité des phases de négociation dans les marchés négociés. Voilà, ce sont des PV de traçabilité qui sont toujours utiles. Évidemment, ne pas livrer trop d'éléments qui pourraient conduire à donner une position préférentielle à un opérateur ou à être interprété comme tel. C'est là peut-être que c'est le plus délicat. Il faut présenter ses projets, mais face à des entreprises particulièrement compétentes, ne pas donner trop de détails afin que l'une d'elles ne se sente pas ou favorisée ou défavorisée par rapport à ces informations. Encore une fois, c'est une frontière à trouver entre l'information et la neutralité, si possible, à conserver dans l'octroi des éléments qui sont donnés. Alors, concernant ce thème évoqué tout à l'heure au travers des directives, de la candidature d'un opérateur économique qui a participé à la préparation ou à la procédure de passation du marché, c'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup de questions au sein de la PASP, par exemple. La question est simple, hein, une collectivité a lancé une petite consultation, un petit marché d'études de faisabilité technique, juridique, financière, l'a octroyé après une petite mise en concurrence à un opérateur. La question est simple. Est-ce que cet opérateur qui a réalisé la dite consultation, l'étude, la faisabilité, peut ensuite se positionner et soumissionner au marché qui va être lancé à la suite? N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts? N'y a-t-il pas un risque de suspicion en termes d'inégalité de traitement ou de favoritisme? Ce qui est certain en tout cas, c'est que si c'est le cas, si cela est permis, comme on va le voir et comme on l'a vu tout à l'heure avec le droit européen, tout acheteur qui le pratique devra garder en tête la nécessité de parfaitement bien motiver le choix de l'attributaire de futur marché si l'attributaire est celui qui a effectué la consultation ou l'étude en amont. Il faudra être particulièrement attentif à l'objectivité du choix, à la neutralité du choix, au regard des critères qui ont été prédéfinis dans les documents de la consultation. Ça, c'est vraiment le bas, mais ça me paraît extrêmement important. Alors, comme le droit européen tout à l'heure, le décret du 25 mars 2016 reconnaît que effectivement un candidat qui a participé, une entreprise, un opérateur qui a participé à la préparation d'une procédure de marché et qui a eu accès effectivement à des informations euh, diverses et variées sur cette procédure, reconnaît que il peut participer donc à la procédure de marché, mais effectivement, il ne faut pas qu'il ait bénéficié, ça aussi c'est du bon sens, d'informations ignorées des autres candidats ou des autres soumissionnaires. S'il est démontré par contre que il a bénéficié de telles informations et que le principe d'égalité
risque d'être méconnu, il peut être exclu de la procédure, mais le texte précise quand même, en référence à l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui traite également de cette question, le texte précise, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens. En d'autres termes, l'exclusion du candidat de la procédure de marché, c'est un dernier recours. Il faut vraiment démontrer qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, une des solutions étant de pouvoir diffuser les fameuses informations dont il sera en possession à tous les candidats. Donc, attention quand même aux acheteurs, pas de décision trop abrupte, parce qu'une exclusion qui serait jugée trop abusive pourrait se retourner contre eux. Et le candidat exclu pour les attaquer et peut-être avoir gain de cause si la dite exclusion n'est pas suffisamment motivée ou s'il n'est pas démontré que justement d'autres moyens n'ont pas été utilisés auparavant pour remédier à cette suspicion de traitement inégalitaire. Donc à manier avec précaution. C'est un article difficile et qui commence d'ailleurs de manière responsabilisante pour les acheteurs parce que il commence, c'était les termes du droit européen qu'on a vu tout à l'heure, l'acheteur doit prendre les mesures appropriées afin que la commande ne soit pas faussée. Donc c'est vraiment de la responsabilité. Cela découle de l'organisation de l'acheteur. Il doit s'organiser afin que les candidats qui sont intervenus en amont puissent participer aux procédures en aval sans fausser la concurrence, sans porter atteinte au traitement inégalitaire. Alors évidemment, c'est facile à dire. C'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Alors là encore, c'est pas si nouveau que ça. La jurisprudence l'a reconnu il y a déjà un moment. On a un arrêt des conseils d'État Génicorp de 1998 déjà, donc quasiment 20 ans, où le Conseil d'État a posé comme principe qu'un acheteur ne pouvait rejeter la candidature d'un opérateur au seul motif qu'il avait été chargé d'une précédente mission d'étude portant sur la prestation objet du marché. Donc la règle est claire. Là aussi, hein, attention aux exclusions dans ce cas. Le principe, c'est qu'au contraire, il faut accepter la candidature de l'opérateur, sauf à prouver qu'il a disposé d'informations l'avantageant par rapport aux autres candidats. Donc là, c'est une responsabilité qui repose sur l'acheteur. Et la Cour de justice à l'époque des communautés européennes, la CJCE, aujourd'hui CJUE, un arrêt du 3 mars 2005 Fabricom, qu'on cite souvent dans ce domaine, dans cette question précise, va dans le même sens. Reconnaissance de la possibilité pour un candidat qui a fourni une étude ou une consultation en amont de participer à une procédure qui suit, une procédure de marché qui suit. Là aussi, fort justement, en termes de bon sens, la Cour précise que si une étude préalable a été effectuée par ce candidat, elle doit être communiquée à tous les autres. Alors, première donc idée qui découle et des textes et de la jurisprudence, cette soumission d'un candidat qui a travaillé en amont de la procédure est possible. On ne peut l'interdire qu'en étant certain du fondement de son interdiction. Et donc une des clés permettant de légaliser le procédé, de ne pas se faire accuser de contourner la réglementation, c'est de diffuser au maximum les documents objets de la suspicion. Donc encore une fois, l'étude préalable, la consultation ou autre. Est-ce que cela suffit? Peut-être que les acheteurs publics peuvent ou doivent aller plus loin et élaborer en la matière, encore une fois c'est un domaine assez sensible, des stratégies plus pérennes, des stratégies prudentielles plus pérennes, des stratégies d'achat, comme dans d'autres domaines de l'achat public, qui pourraient perdurer dans le temps. L'idée, encore une fois, étant d'éviter tout risque contentieux, que ce soit dans le jeu administratif ou à nouveau devant le juge pénal. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la communication des documents. Encore faut-il que cette communication soit faisable. Attention aux droits de diffusion et de reproduction de certaines études. Tout n'est pas nécessairement diffusable. Il y a des questions de propriété intellectuelle qui doivent être quelquefois réglées. L'acheteur doit être attentif à cette question. C'est une chose de dire, ainsi que le dit la jurisprudence, tant interne que communautaire, diffuser le document à tous les candidats, c'est autre chose de pouvoir le faire. Donc, premier stade de vérification, première stratégie à élaborer,
regarder si cette diffusion est juridiquement possible. Ensuite, autre exemple, les acheteurs pourront respecter un certain délai, alors peut-être pas des mois ou des années, mais un certain délai, entre la fin du moment où l'étude ou la consultation préalable ont été rendues et le lancement effectif de la procédure de publicité de mise en concurrence. L'idée étant que ce délai puisse permettre une déconnexion entre la consultation et la procédure lancée, afin que l'acheteur puisse montrer qu'il s'est détaché quelque peu du résultat des consultations ou de l'étude, afin de ne pas trop coller, entre guillemets, à un opérateur, une technique ou un procédé particulier, afin de ne pas être trop lié par cet opérateur, cette technique ou ce procédé. Ça aussi, c'est une stratégie qui me paraît intéressante à mettre en œuvre. J'avais une autre problématique sur cette question des interventions préalables des opérateurs, c'est celle de la rédaction de modèles de cahier des charges. Il y a dans plein de secteurs de l'achat, beaucoup d'opérateurs qui estiment, à juste titre ou non, que les cahiers des charges, notamment les CCAP, mais aussi les CCTP, des acheteurs ne sont pas vraiment adaptés à leur milieu, ce qui dénote d'ailleurs peut-être un manque de connaissance du dit milieu, donc une nécessité de sourcing. Et donc, dans ce cas-là, les opérateurs n'hésitent pas à proposer aux acheteurs de rédiger avec ou sans eux des modèles de cahier des charges, de leur proposer des modèles de cahier des charges afin qu'ils puissent s'en inspirer pour leur propre marché. Évidemment, j'imagine la réaction de bon nombre d'entre vous. Vous pouvez vous dire, mais alors dans ces cas-là, ça va à l'encontre de la neutralité. Ce sont des candidats qui préparent leur propre cahier des charges. C'est absolument inacceptable. Je trouve que malgré tout, l'idée mérite d'être creusée parce que c'est une forme de sourcing. Le sourcing peut très bien se traduire par la rédaction de modèles de cahier des charges avec, par exemple, des exemples de critères et de pondération de critères de choix, des exemples de pénalités, de plafonnement de pénalités, des exemples de modalités de résiliation, des exemples de modalités de livraison ou de réception, également des cas, là il y a beaucoup de demandes de modèles ou d'exemples de formules de révision de prix. Très souvent, dans plein de domaines, je pense, j'ai un domaine en tête qui est celui de l'achat des denrées alimentaires. Bon nombre d'entreprises n'hésitent pas à dire aux acheteurs que leurs formules de révision de prix ne sont pas adaptées au domaine de l'achat des denrées alimentaires, et qu'il y a des problématiques à voir avec eux. Alors, est-ce que les acheteurs peuvent accepter de la part de leurs fournisseurs potentiels des modèles de cahier des charges? C'est vrai que ce n'est pas sans danger en termes de suspicion de manque de neutralité. Peut-être qu'un biais, ce serait que ces modèles de cahier des charges puissent être diffusés par des structures neutres. Je sais que notre association La PASP l'a fait dans le domaine justement notamment des denrées alimentaires, mais aussi des achats de matériel et petits matériels, également dans le domaine de l'énergie, des achats de gaz et d'électricité. On a été amené avec d'autres partenaires, alors que ce soit des partenaires opérateurs économiques ou que ce soit d'autres associations, notamment des associations d'élus ou de représentants de collectivités territoriales, on a été amené à travailler sur des modèles de cahier des charges et à les diffuser à nos adhérents, évidemment en leur indiquant bien que ce n'était que des modèles dont ils ne pouvaient que s'inspirer, certainement pas bien sûr des cahiers des charges obligatoires. Donc cette idée de passer par des vecteurs neutres me paraît intéressant et en tout cas sans nul doute moins suspicieux que de passer par des entreprises directement. Voilà, une règle prudentielle qui me paraissait intéressante de donner. Évidemment, on pourra en parler pendant des heures de ce sujet du sourcing, mais j'essaie d'aller à l'essentiel pour laisser de la place à vos questions que j'espère nombreuses et que je suis dont je suis certain de leur caractère pertinent. Le deuxième thème, c'est celui de la régularisation des offres. Alors c'est un sujet là aussi à la fois compliqué et pas si nouveau. Malgré tout, la règle pendant très longtemps, évidemment, essentiellement en appel d'offres, c'est la règle de l'intangibilité des offres. Impossible
de modifier une offre et en négociation, impossible de régulariser les offres initialement déposées et surtout, s'il y a une jurisprudence, c'est qu'il y a eu des cas dans ce sens, les acheteurs ne pouvaient de même rectifier ou modifier une offre irrégulière, et je cite une jurisprudence. Alors, dans le code de 2006, il était simplement possible de demander des précisions ou des compléments d'information sur la teneur de l'offre. Alors, apporter des précisions, c'est une chose, des précisions par exemple sur le montant éventuellement à sous-traiter, des précisions sur un chiffre, des précisions sur un renseignement technique, un élément technique. Maintenant, apporter de telles précisions ne permettait évidemment pas de modifier une offre et d'amener une nouvelle offre, ce qui posait quand même de redoutables problèmes de frontières, parce qu'à la frontière, modification, complément, précision était quand même plutôt fine et difficile à mettre en œuvre. À noter donc une évolution et de la jurisprudence et de la réglementation sur ce point. La jurisprudence, c'est un arrêt du Conseil d'État département des Hauts-de-Seine de 2011 où il a un petit peu assoupli sa position parce que jusqu'à cette date, le Conseil d'État était quand même assez fermé sur les possibilités de régulariser ne serait-ce que des erreurs matérielles. Là, et il a reconnu que justement, sans évidemment que cela conduise à modifier l'offre, notamment le prix du candidat, il était possible de rectifier une erreur matérielle, par exemple une erreur de calcul. Là aussi, ça posait des problèmes à nos frontières parce que il est évident que rectifier une erreur de calcul, si elle est importante, peut conduire à modifier un prix et donc à modifier le volet financier d'une offre. Mais en tout cas, le Conseil d'État a assoupli sa position et autre problème de frontières qui se posait, c'était la distinction entre l'erreur grossière et l'offre anormalement basse. Il est évident que là aussi, la rectification d'une erreur sur un prix, par exemple, pouvait conduire à transformer une offre anormalement basse en une offre basse, certes, mais pas normale. Donc là aussi, la frontière était délicate. Toujours est-il que la réglementation a évolué, a tenu compte de ce changement de jurisprudence, et donc le décret de mars 2016 prévoit explicitement pour la première fois que les offres pourront être régularisées, sauf si elles ont été éliminées pour réception hors délai, ce qui paraît logique en termes de traitement égalitaire des candidats, ou si elles sont anormalement basses, selon l'article 60 du décret, ce qui là me semble un peu plus délicat, puisqu'on sait que la définition de l'offre anormalement basse qui fait appel à un faisceau de critères n'est pas sans poser des problèmes et des difficultés aux acheteurs. À noter dans le même temps que le texte concernant cette fois la régularisation des candidatures a supprimé le délai de 10 jours. Le délai pour régulariser les candidatures est librement fixé par l'acheteur. Il doit laisser un délai approprié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de délai approprié? La jurisprudence le dira en cas de contentieux sur ce point, mais l'acheteur n'est plus tenu par un délai de 10 jours. Le conseil que l'on peut donner dans une procédure ouverte, comme l'appel d'offres ouvert, peut-être, c'est d'analyser le volet candidature assez vite pour ne pas se retrouver avec un candidat pressenti parce que son offre est intéressante et correspond bien aux critères et s'apercevoir qu'un petit peu tard, il n'a pas complété tout son dossier et qu'il convient d'en régulariser une partie. Donc peut-être que l'idée c'est de s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc, en tout cas, une évolution de l'argumentation intéressante. Évidemment, juste revenir aux fondamentaux, ne sont concernées que les offres irrégulières, c'est-à-dire les offres qui ne respectent pas notamment les exigences fixées par les documents de consultation ou qui méconnaissent des législations, notamment dans le domaine de l'environnement et du social, à distinguer des offres inacceptables, c'est-à-dire globalement les offres trop chères qui excèdent la prévision budgétaire, et à distinguer des offres inappropriées qui sont sans rapport avec ce qui était attendu dans les documents de consultation. Donc seules sont concernées ici les offres dites irrégulières, non pas les offres inacceptables ou inappropriées. Il me paraît important de bien faire la différence. Alors, j'ai fait référence pour aller un petit peu plus loin sur les conseils, à la fiche de la DAJ de décembre 2016, qui me paraît
bien appropriée, c'est le cas de le dire, parce qu'on parlait des offres inappropriées tout à l'heure, et qui nous rappelle à juste titre, évidemment, que les candidats ne peuvent profiter de la régularisation pour présenter une nouvelle offre ou changer les termes de celle-ci de telle sorte que son économie soit bouleversée. Le décret, lui, fait appel à l'impossibilité de modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. Alors, ce terme substantiel, c'est un terme ancien qu'on retrouvera dans d'autres domaines, notamment sur les nouveaux avenants tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un terme difficile. À partir de quand on modifie substantiellement une offre ou l'économie d'une offre, c'est effectivement très délicat à définir, ça se définit au cas par cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la DAJ nous donne quelques exemples de possibles régularisations. Et donc, peuvent être régularisées les erreurs matérielles, les BPU mal renseignés ou incomplets, l'offre dont l'annexe à l'acte d'engagement n'indique pas les délais d'exécution alors qu'il figure dans le planning joint au dossier, ou encore l'offre dont le BPU mentionne un produit de nettoyage non conforme à la législation relative à l'environnement. Par contre, serait plus difficile à régulariser des oublis fondamentaux, par exemple l'oubli d'un mémoire technique. Évidemment, si le mémoire technique est un élément essentiel du jugement de la valeur technique de l'offre, il paraît difficile de pouvoir justement juger de la qualité de l'offre sans disposer de ce mémoire. Ça paraît effectivement un peu plus difficile à solliciter. Et donc pour aller plus loin, on peut faire référence à la jurisprudence sous l'empire de l'ancien code concernant la mise au point du marché, qu'il a aussi essayé de tracer une frontière entre mise au point et modification de l'offre initiale. C'est difficile d'aller plus loin parce que j'allais dire c'est à chaque acheteur, à chaque collectivité de se fonder sa propre religion. J'allais dire même peut-être d'écrire des choses dans un règlement intérieur, dans un règlement applicable à leur marché public et d'essayer d'écrire au moins des principes et d'essayer de tracer une frontière, quelle qu'elle soit. Elle peut être critiquée, encore une fois, par un organisme comme la Chambre générale des comptes. C'est toujours bien d'écrire des choses à nouveau et d'essayer de tracer donc cette frontière entre ce qui peut être régularisé et ce qui peut ne pas être régularisé. Je rappelle quand même que ce n'est qu'une faculté et que, évidemment, les acheteurs peuvent ne pas donner droit à une demande de régularisation. Ce n'est absolument pas un droit pour les opérateurs, les acheteurs peuvent fermer la porte et ce ne sera pas illégal. En tout cas, ce sera tout à fait légal. Quelques mots sur le troisième thème, ce que j'ai intitulé la fin des avenants, puisqu'aujourd'hui on parle de modification des marchés publics, on ne parle plus d'avenants au marché public, mais on verra, selon moi en tout cas, que les choses n'ont pas tant changé que ça. Les termes ont changé, je ne pense pas que les règles aient fondamentalement changé. Un des premiers items, une première possibilité de modifier les marchés publics dans le cadre de leur exécution, ça c'est assez nouveau pour les acheteurs publics, c'est pas très culturel pour eux, même s'ils le faisaient dans certains contrats de longue durée, comme les délégations de services publics ou les contrats de partenariat. Ce sont les clauses de réexamen. Donc l'idée peut-être c'est de prévoir les choses dans les cahiers des charges des marchés, de prévoir des possibilités de se revoir de manière assez régulière entre les parties, entre les co-contractants, et de prévoir au travers de ces revoyures des possibilités de faire évoluer, d'adapter le contrat. Alors, ce qui est quand même, je vais vite hein, parce que le temps passe, mais c'est quand même important. On peut être tenté par cet article parce que il nous dit quand même que les modifications ont lieu, quel qu'en soit le montant. Donc on peut se dire, on va pouvoir modifier les marchés d'origine de manière extrêmement importante. Simplement, rappelons que l'article 65 de l'ordonnance de 2015 nous dit quand même que de tels changements ne peuvent changer la nature globale du marché. Qu'est-ce que c'est que changer la nature globale du marché? Plus loin dans le texte dans l'article 139 et 140 sur les modifications des marchés publics, on nous dit que changer la nature globale du marché, c'est modifier substantiellement l'économie du marché d'origine. Donc, ce qui signifie qu'une clause d'un examen ne pourra venir modifier substantiellement le marché d'origine et donc en bouleverser l'économie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les règles n'ont pas tellement changé au fond. Une clause à examen, comme précédemment en avenant, ne pourra venir bouleverser les conditions économiques du marché d'origine. Ça me paraît important de le rappeler en recoupant l'ordonnance et le décret.
Donc rapidement, l'objet des clauses d'examen, ça peut être des clauses de variation de prix. Par exemple, on pourrait imaginer un nouvel accord sur les prix. On pourrait imaginer une évolution de la formule de révision avec toutes les règles prudentielles que je viens de rappeler. Ça peut être également des clauses prévoyant des options claires, précises et sans équivoque. Alors ça peut être des clauses relatives évidemment à la mise en place de tranches, à la mise en place de reconduction. On peut imaginer aller un petit peu plus loin et retravailler après un accord sur les parties sur des questions de délai, de situations imprévues ou d'évolution du périmètre ou du contenu des prestations, là aussi avec la règle prudentielle qu'on a évoquée tout à l'heure, pas de modification substantielle du marché d'origine, ça me paraît très important. Un point rapide sur les seuils, c'est la première fois qu'on parle de seuil dans un texte sur les marchés publics, seuil de 10% pour les fournitures et les services et de 15% pour les travaux. Je crois qu'il ne faut pas mal les prendre. Il signifie simplement que toute modification, donc tout avenant en dessous de ces seuils, euh, n'aura pas de suspicion d'illégalité. Ça laisse une vraie liberté de faire évoluer les marchés jusqu'à ces seuils. Seuil évidemment cumulé, pas avenant par avenant. Donc je crois encore une fois qu'il faut prendre ces seuils de manière plutôt positive. Les prestations supplémentaires, on n'est pas très bouleversé par cet item parce que on avait déjà les marchés complémentaires qui existaient. Donc en gros, on concerne les prestations qui n'existaient pas à l'origine mais qui sont devenues nécessaires. Il faut prouver dans ce cas que si on change d'opérateur, ça crée de grosses difficultés, notamment économiques ou techniques, et que ça entraînerait une vraie augmentation, une augmentation substantielle. On retrouve l'adverbe substantiel des coûts pour l'acheteur. Là, on peut aller quand même jusqu'à 50% de la valeur initiale du marché, alors que pour les entités, celles qui interviennent dans les réseaux, il n'y a même pas de limite, même pas de 50%, donc ça laisse quand même une certaine marge. On a également les prestations supplémentaires imprévisibles. Là, ça fait penser un petit peu aux suggestions techniques imprévues. On voit apparaître un nouvel item, l'acheteur diligent. Qu'est-ce que c'est qu'un acheteur diligent? Un acheteur compétent, un acheteur organisé? Là aussi, ça méritera des explications et on retrouve un seuil également de 50%. Petite nouveauté, c'est pour les marchés formalisés, ces modifications pourront faire l'objet, feront l'objet même d'un avis de publicité au JOIE. C'est pour la première fois que on publie des avenants. C'est une nouveauté importante. Le remplacement du titulaire du marché, ça c'est la traduction d'une jurisprudence bien établie sur la cession des marchés. C'est reconnu par le texte. Effectivement, il ne faut pas que la cession des marchés entraîne des modifications substantielles du marché d'origine. Et avant d'arriver à la petite tête que vous avez vue rapidement, qui signifie que j'en ai terminé, un dernier item sur les modifications substantielles. On peut modifier les marchés d'origine si tant est que cela n'entraîne pas des modifications substantielles. Qu'est-ce que c'est qu'une modification substantielle? Eh bien, c'est une modification, nous dit le texte. Il y a plusieurs explications qui, si elles avaient été introduites dans la procédure initiale du marché, auraient permis à d'autres opérateurs de répondre à la consultation. C'est une modification sinon qui modifie, nous dit le texte, l'équilibre économique du marché public. On retrouve le bouleversement de l'économie du marché, ou alors c'est une modification qui élargit considérablement le champ d'application du marché. En gros, c'est une modification, le volet substantiel, c'est une modification qui remet en cause la concurrence, la mise en concurrence initiale du marché et qui remet en cause les grands principes et qui crée quelquefois de nouveaux marchés. C'est pour ça qu'encore une fois, j'incite beaucoup, ne nous disons pas les textes sur les modifications des marchés nous offrent de nouvelles perspectives. Il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à l'existant, il y a des nouvelles manières de le dire, mais on reste dans l'impossibilité de remettre en cause ni l'objet, ni l'économie initiale du marché, même au travers des clauses de réexamen. Ça me paraît essentiel de le redire et de revenir sur ce cadrage. Voilà, en quelques mots, le traitement de ces trois thèmes à la fois différents et à la fois en lien sur cette nouvelle réglementation qui va bientôt avoir effectivement 1 an. Merci beaucoup, Monsieur Perical. Je sais combien c'est compliqué de devoir s'arrêter aussi rapidement sur un sujet aussi vaste, mais on va continuer le débat là dans les minutes à venir, puisque comme vous l'imaginez, j'ai déjà énormément de questions qui me sont parvenues au cours de la présentation. Donc j'invite toutes les personnes qui auraient d'autres questions à les poser, comme je vous l'expliquais en début de webconférence, pardon, dans la fenêtre questions, et on va les transmettre au fur et à mesure.
En attendant, ben, je vais tout simplement reprendre dans l'ordre puisque les questions me sont arrivées depuis presque le début de la présentation. Alors, une première, faire une réunion pour présenter les projets de la collectivité aux entreprises locales peut-elle être vue comme une rupture d'égalité? Ne vaut-il pas mieux, en amont, lancer une invitation non limitée géographiquement, dans la presse par exemple, et qui veut vient? Les deux sont possibles. Quand j'ai parlé du sourcing tout à l'heure, effectivement, je parlais plutôt des réunions en amont. Je trouve intéressant que les collectivités, ce qui prouve d'ailleurs que elles s'organisent et elles organisent leurs projets, puissent par exemple en début d'année ou 2 fois par an présenter leurs projets, par exemple en matière de travaux, aux différentes entreprises, avant même le lancement de toute procédure. Euh, voilà, ça traduit une transparence, ça traduit une prévision, ça traduit une organisation qui me paraissent digne d'intérêt. Bon, l'idée, effectivement, c'est que dans ce cas-là, le plus d'entreprises possible puissent venir, donc il faut en faire la publicité la plus large possible. On est quand même en amont des procédures. Et là aussi, il faut essayer d'en dire assez, mais pas trop non plus pour rester neutre dans la présentation des projets. Alors, par ailleurs, organiser une telle réunion avec les candidats potentiels ou déclarés lorsqu'une procédure est lancée, c'est également possible. À manier quand même avec précaution, effectivement, il faut vraiment si je peux dire, ratisser large, faire en sorte que tous les candidats potentiels ou déclarés viennent pour qu'il n'y en ait pas un ou deux qui se sentent mis à l'écart et qui attaquent ensuite. Donc, les deux sont possibles. Plus j'avance et plus je suis favorable à la première solution. Très bien, merci beaucoup. Je passe à la suivante parce que c'est vrai qu'on en a énormément. Le sourcing peut-il se limiter à une entreprise? Ça me paraît quand même délicat. Alors, à moins de démontrer que dans un domaine particulier, il n'y a qu'une entreprise qui soit compétente, qui ait telle qualification, ou voire qui soit titulaire d'un brevet. Maintenant, sur un marché ouvert à la concurrence, aller à la rencontre d'une seule entreprise ne paraît pas être conforme avec l'esprit de la neutralité du sourcing. Alors sur la suivante, il me semble que ça a été évoqué, mais bon, on peut toujours en reparler rapidement. Lors de la négociation, peut-on régulariser les offres par une pièce manquante type BPU mémoire technique, tant en appel d'offres qu'en MAPA? Alors déjà, une négociation d'appel d'offres, ça va être un peu délicat, puisqu'en appel d'offres, on ne négocie pas, et j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. En appel d'offres, l'oubli d'une pièce aussi importante qu'un BPU ou qu'un mémoire technique me paraît difficilement régularisable. Maintenant, si certains acheteurs veulent le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça me paraît être des pièces importantes pour le jugement des offres. Ça me paraît aller un petit peu loin en termes de régularisation. En négociation, en marché négocié, ça me paraît plus faisable. Peut-être pas évidemment au stade, disons, de la négociation finale, de l'offre finale en dialogue compétitif, c'est un peu plus délicat. Mais dans une première phase de négociation, ça me paraît plus acceptable. Maintenant, là aussi, hein, même en marché négocié, un acheteur pourrait estimer qu'une pièce aussi importante qu'un mémoire technique, même s'il n'y figure pas, enfin qu'il ne figure pas, mais même si c'est possiblement régularisable, pourrait ne pas accepter la régularisation. Très bien, merci beaucoup. La question suivante concerne la régularisation des offres. Est-ce qu'elle peut concerner l'acte d'engagement absent dans l'offre? Alors on sait aujourd'hui que l'acte d'engagement n'est pas, n'est plus, n'a plus à être obligatoirement demandé. Maintenant, certaines collectivités, certains acheteurs continuent à demander, et pourquoi pas, un acte d'engagement signé de manière originale. Euh, c'est délicat. Il me semble aujourd'hui que une entreprise qui n'a pas fourni un acte d'engagement alors qu'il était demandé peut se faire évincer de la procédure. Maintenant, dès lors que cet acte d'engagement n'est plus une pièce obligatoirement à donner de la part des candidats, l'acheteur peut assouplir sa position et peut, me semble-t-il, régulariser un tel oubli. Donc les deux sont possibles. L'éviction est possible, c'est malheureux parce qu'encore une fois, c'est pas une pièce obligatoire, mais si l'acheteur la demande, il faut bien la donner. Mais il peut également assouplir sa position et accepter la régularisation. Merci beaucoup. Je passe assez rapidement d'une question à l'autre pour essayer d'en faire le maximum. Si l'on régularise une offre, doit-on régulariser toutes les offres irrégulières? Et si oui, doit-on laisser le même temps de réponse?
La réponse, me semble-t-il, est oui. Il faut pouvoir demander la régularisation de toutes les offres irrégulières, ne serait-ce que dans un souci de traitement égalitaire des candidats et de liberté d'accès. Et si possible, laisser le même délai à tous pour y répondre. Si délai différent il y a, pourquoi pas, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer par des considérations objectives liées à tel type d'entreprise, tel type de prestation. Mais voilà, n'oublions pas le traitement égalitaire des candidats. D'accord, merci beaucoup. Toute modification prévue dans le cadre d'une clause de réexamen doit-elle comporter un prix déterminé ou déterminable? Pas nécessairement. Une modification dans une clause de réexamen peut porter sur d'autres items que des items financiers ou des items de prix. On peut imaginer des questions de délai, des questions de modalité de fourniture d'une prestation ou d'autres. On peut déborder du cadre strictement financier. Alors, malgré tout, les premières clauses de réexamen que je vois arriver dans les marchés publics et les concessions, parce que les concessions sont également concernées, touchent très souvent au prix et aux modalités d'évolution du prix. Très souvent. Merci beaucoup. Peut-on, je passe à la suivante, peut-on prévoir des prix plafonds dans le cadre de la clause de réexamen? Tout est possible. On peut imaginer dans une clause d'examen précisément rédiger des évolutions de prix en les plafonnant. On peut imaginer des plafonnements dans l'évolution d'un prix. On peut même imaginer un plafonnement dans une formule de révision. Tout est possible. On peut imaginer également un plancher parce que une clause de réexamen peut concerner une diminution du prix. Peut concerner une diminution du prix avec là aussi peut-être une clause plancher à rebours de la clause plafond dont on vient de parler. Est-il obligatoire de prévoir la régularisation des offres dans le DCE? Non, c'est toujours bien de l'indiquer. C'est toujours bien d'indiquer la règle du jeu. Maintenant, la réglementation, le prévoyant, l'acheteur peut toujours l'exhiber du décret et c'est une faculté et le mettre en œuvre. Moi, je suis toujours pour écrire les choses, notamment dans le règlement de consultation. Maintenant, un acheteur peut tout à fait décider de régulariser, c'est permis par le droit, par le texte, et le texte n'impose pas à ce que la règle du jeu soit absolument prévue et écrite dans le DCE. Très bien. Peut-on mettre sur le site internet de la ville les futurs projets ou marchés? Pourquoi pas? Ça peut être un outil de diffusion. Euh, Tant que ça reste neutre et à l'attention de tous, et que c'est complété bien sûr derrière par une vraie mise en concurrence la plus large possible, oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un site internet, voire une plateforme n'indiquerait pas de manière indicative les projets de travaux à venir ou les projets de services ou de fourniture à venir d'une collectivité? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Selon vous, que signifie l'absence de reprise des mentions de l'article 77.3 CMP dans la nouvelle réglementation? Suppression ou renforcement de l'exclusivité? Alors, je j'ai aucune idée de Ouais, c'est ce la que réponse à j'allais cette vous question. dire. Je suis désolé, mais Si, est-ce que vous pourriez... je prends mon texte, mais là, j'avoue que je le connais pas par cœur à ce Je point-là. comprends bien. On va passer à la suivante et peut-être que la personne qui a posé cette question, si elle est toujours là, voudra bien apporter quelques précisions pour qu'on puisse éventuellement lui répondre plus tard s'il nous reste un peu de temps. Pas de problème. Une modification à un marché lancé avant le 1er avril 2016 est-elle soumise au Code 2006 ou peut-on considérer qu'il s'agit d'un nouveau marché? Article 139 du décret. Alors, l'article 139 du décret, lui s'applique aux marchés qui ont été lancés après le 1er avril. Ce qui est différent en concession, puisqu'en concession, les règles sur les modifications s'appliquent aux concessions qui ont été lancées avant. Donc, on a deux approches différentes. Pour les marchés, c'est post 1er avril. Pour les concessions, c'est les concessions qui étaient en cours, même au 1er avril. Alors, la personne est en train de compléter la question précédente. Je lui laisse un petit peu de temps. Le premier cas d'ouverture de la procédure concurrentielle avec négociation est assez Oui. large et peut inclure un grand nombre de projets. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est ça la question. Oui, là aussi, hein, c'est vrai que ça va dépendre de chaque collectivité, chaque acheteur. L'idée, c'est effectivement de pouvoir négocier sur des achats qui ne sont pas standards, c'est-à-dire qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas communs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un achat standard? Qu'est-ce que c'est qu'un un marché de travaux standard et non habituel?
ou habituel, c'est très très difficile à définir. Je crois que l'idée, c'est peut-être que les structures qui souhaitent se lancer dans l'aventure de cette procédure concurrentielle avec négociation fassent un petit listing de leurs opérations sur les dernières années, les 5 dernières années par exemple, et qu'elles voient si le projet qu'elles souhaitent lancer, que ce soit un projet de travaux, de fourniture de services, a déjà donné lieu à un marché dans les 5 dernières années, ou si c'est vraiment un marché nouveau, spécifique pour elles. Ça peut être voilà, un indicateur pour prouver la nouveauté du marché ou non. Voilà, c'est cette idée de je lance un projet qui n'est pas habituel pour moi. Je lance une procédure, je lance un travail, un achat, une demande de service ou de consultation que je n'ai pas l'habitude de lancer. C'est cette notion de, voilà, de non standardisé qu'il faut arriver à définir. Je trouve que partir d'une traçabilité des opérations effectuées en la matière les années précédentes est un bon indicateur. Merci beaucoup. Ah, je regarde simplement. Ah ouais, j'ai eu la question concernant l'article 77 qui a été complété. Alors, complément question précédente, l'article 77.3 prévoit que pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros hors taxe. Et la question, si je reviens, était, selon vous, que signifie l'absence de reprise des mentions de cet article dans la nouvelle réglementation? Est-ce que ça signifie suppression ou renforcement de l'exclusivité? À mon avis, ça signifie que c'est plus possible. Il faudra poser la question à la direction des affaires juridiques. Mais pour moi, ça, si cela ne figure pas, c'est que cela n'est plus possible. Alors, c'est vrai que c'est pas parce que c'est pas écrit que c'est interdit, mais je pense que si ça avait été écrit, c'était vraiment intentionnel, justement. Alors, on arrive, on va refaire peut-être encore 2 ou 3 questions maximum. Si à l'issue du sourcing, il apparaît que le montant prévisionnel du marché est inférieur à 25 000 euros, peut-on utiliser ce sourcing afin de valider un devis et signer le marché avec un des participants à ce sourcing? C'est vrai que ce seuil de 25 000 euros, enfin, cette marge de 0,25 laisse des possibilités. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de le rappeler, puisque vous savez qu'il vient de valider la régularité de ce seuil de 25 000 euros. Il vient de le rappeler en disant qu'il y avait quand même des garde-fous à respecter et que les textes les prévoyaient, d'où le fait il validait ce seuil. Ne pas faire appel toujours au même prestataire, prouver qu'il y a eu des velléités quand même de temps à autre sinon de concurrence, du moins effectivement de sourcing ou de voilà. Si le fait de faire appel à une entreprise suite à un sourcing, alors c'est vrai que c'est une des entreprises de sourcing, deux autres pourraient râler. Maintenant, on est dans le seuil de 25 000. Si on arrive à dire, je suis arrivé à rester en dessous de 25 000 grâce au sourcing et j'ai choisi telle entreprise, en soi, ça me paraît pas contestable. Si par contre, la collectivité refait la même chose 3, 4, 5 fois de suite sur un laps de temps déterminé, ce sera plus contestable. Mais le faire une fois, encore une fois, en se fondant sur le sourcing pour légitimer le recours à ce seuil de 25 000 euros, pourquoi pas? Merci beaucoup. Si nous sollicitons par écrit des sociétés pour le sourcing et qu'une seule répond, même après relance, nous conseillez-vous de ne pas faire de sourcing du tout? Écoutez, c'est comme lorsqu'on lance une petite publicité ou même une vraie publicité, qu'au final, il y a une seule entreprise qui répond. Souvent, on me dit, ah, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement, je lui octroie le marché ou est-ce que je relance? Si la publicité a été faite suffisamment largement et dans le respect des textes, pourquoi ne pas travailler avec cette entreprise si évidemment elle fournit une offre intéressante? C'est pareil pour le sourcing. Si vous avez tenté un sourcing et qu'au final il n'y en a qu'une seule qui répond, bah, écoutez, tant pis, vous faites du sourcing avec cette entreprise. Peut-être dans ce cas-là que ce sont vos supports de sourcing qui ne sont pas suffisants. Peut-être que le fait d'écrire ne suffit pas. Peut-être qu'il faut aller plus loin qu'un simple envoi de courrier. Mais en tout cas, en soi, ça me paraît pas répréhensible. Alors, on va dire encore, on va faire encore 2, 3 questions maximum, si ça vous ennuie pas évidemment. Ah non, bien sûr. Alors, je remonte un petit peu. Lorsque le montant de l'avenant est inférieur à 5%, devons-nous émettre un avis de publicité?
J'ai du mal à comprendre la question. Lorsque le montant de l'avenant est inférieur à 5%, le seuil de 5%, c'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure, c'est pour les collectivités locales et leurs établissements publics hors établissements médicaux sociaux. C'est le seuil du recours à la commission d'appel d'offres qui est donné un avis sur les avenants de plus de 5%. Donc, c'est pas une question de publicité ou autre, c'est juste la question de la saisine de la CAO pour avis. Donc un D'accord. avenant de moins de 5%, là, on parle d'avenant cumulé, donc c'est pas avenant par avenant, c'est dès lors qu'on atteint 5% du marché, on demande l'avis de la CAO. Donc c'est pas une question de publicité ou autre, D'accord. me semble-t-il. Merci beaucoup. Peut-on écarter comme irrégulière une offre non signée lorsque la signature était requise? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si clairement, dans son avis de publicité ou son règlement de consultation, la collectivité demande une signature, et notamment une signature originale, et lorsque l'opérateur, j'allais dire l'impétrant, lorsque l'opérateur ne fournit pas cette signature, l'acheteur est en droit puisqu'il l'avait demandé de ne pas le retenir. Mais il est également en droit de demander une régularisation, justement. Merci, on va passer. Alors, le temps est écoulé, donc on va en faire une toute dernière, si vous le voulez bien. Oui. Peut-on utiliser une clause de réexamen pour envisager des besoins supplémentaires d'un autre pouvoir adjudicateur? Je pense aux besoins d'un autre établissement de santé dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. Ma réponse serait plutôt positive si tant est que cette clause d'examen ait été précisément prévue et écrite dans le marché d'origine. Je sais que la question se pose pour les groupements hospitaliers, elle se pose pour les groupements de commandes plus généralement. Pourquoi pas, si tant est encore une fois que ça a été précisément prévu et explicité dès le début. Le faire alors que ça n'a pas été prévu me paraît par contre beaucoup plus contestable. Monsieur Pérical, un grand merci pour tous Je vous en ces prie. éléments de Merci à réponse. vous. Alors malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont on disposait pour cette webconférence. Nous allons malheureusement devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses. Je sais que beaucoup d'entre vous ont encore des questions en suspens. Sachez que pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse, VK continue à vous accompagner sur ce sujet par le biais de son service VK Ligne Expert. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Il vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts et d'obtenir une réponse. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en J'ai oublié prie. d'en parler, Oui, effectivement. Toutes les questions seront réévoquées lors de le colloque de la PASP qui se tiendra mercredi et jeudi prochain, mercredi après-midi et jeudi prochain à la BRED, qu'elle l'a râpé à côté du ministère de l'économie et des Finances. Nous aurons notamment, au-delà du traitement de ces thèmes, une intervention, première intervention de la DAJ de Bercy qui viendra nous refaire un point d'actualité. oui, Et donc, très je bien, sais que effectivement. ça nous rejoindra. On avait oublié de l'évoquer, vous avez bien raison. Alors, pour plus de détails sur les services dont j'ai parlé au cours de cette webconférence, que ce soit l'intégral marché public dont je vous ai parlé en tout début ou notre service ligne expert, je vous invite à contacter directement notre service relations clientèle au 01 53 35 17 17 ou à vous rendre tout simplement sur notre site www.vk.fr. Merci à tous pour votre attention. Vous étiez extrêmement nombreux à nous suivre aujourd'hui. Encore merci à Monsieur Merci à Pérical vous. pour son intervention. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous et vous souhaite à tous une excellente journée au nom de toute l'équipe VK.